Bernard Lefrançois, je suis coordonnateur à la Corporation du développement durable. La Corporation du développement durable, c'est une organisation qui cherche essentiellement à informer, sensibiliser, mobiliser et outiller les organisations pour faire une prise en charge concertée d'enjeux en développement durable. Les contraintes environnementales se resserrent autour des émissions atmosphériques. Et dans le secteur du bois, il y a beaucoup d'industries qui utilisent des produits dits classiques à base de solvants. Et donc là, qui se retrouvent un peu contraints dans leur développement parce qu'évidemment, il y a des normes. Ça peut être coûteux de traiter l'air, il y a des émanations, etc., etc. Donc, ce qu'on cherchait, c'est d'accompagner une entreprise, développer une stratégie pour voir comment on peut faire passer une entreprise de produits classiques vers des produits à faible empreinte environnementale. Et ça, dans un souci de compétitivité, mais un souci aussi environnemental. Patrick Marcoux, je suis le directeur d'usine pour Victoriaville Éco. Ici, on est des passionnés du bois. On transforme cette passion-là en fabriquant des cercueils. Le fini de surface de nos cercueils est un paramètre hyper important pour nos clients. Donc, si on veut faire des améliorations en lien avec les produits de finition, c'est important pour nous de s'assurer de ne pas mettre à risque la qualité de nos produits. La raison pour laquelle on est allé vers Innovem, c'est essentiellement pour deux grandes raisons. La première, c'est évidemment la crédibilité qu'ils ont dans le secteur. Et deuxièmement, c'est évidemment l'expertise. L'expertise tant au niveau de la technique que de tout le processus de transfert technologique. Et ça, c'est quelque chose de capital et d'essentiel si on veut que les gens adoptent une technologie. Avec la collaboration d'Innovem, ça nous a permis d'avoir accès à de nouvelles connaissances. Ça nous a permis aussi de structurer des protocoles de tests bien organisés. Ça nous a permis aussi de faire l'évaluation de différents fournisseurs de façon beaucoup plus objective, adaptable à notre réalité. Sans Innovem, on n'aurait certainement pas eu l'impact qu'on a eu avec ce projet-là. Innovem nous a permis de pousser la technique, de pousser avec la chaîne de valeur de l'entreprise, travailler avec les fournisseurs, travailler avec un réseau élargi de partenaires, le CNRC, les associations sectorielles, avec les comités de main-d'œuvre, etc. Donc, Innovem nous a permis de se greffer à cet écosystème-là. Ça a été un accélérateur. Puis, c'est sûr que ça a augmenté de beaucoup l'impact du projet. Les contraintes environnementales sont là pour rester et probablement se resserrer. On peut voir ça comme un obstacle, on peut voir ça comme un défi qui nous pousse vers l'innovation. Ceux qui évoluent, c'est ceux qui vont saisir les opportunités de demain et il faut le préparer aujourd'hui. Et pour faire ça, on a des centres de transfert technologique qui existent. Innovem en est un, il y en a un paquet d'autres au Québec. Et ces gens-là sont là pour nous accompagner et nous faciliter la tâche pour justement assurer notre rentabilité, notre compétitivité et notre prospérité dans le futur. Synchronex, c'est le réseau des 59 centres collégiaux de transfert de technologie et de pratiques sociales, les CCTT. C'est 1500 experts de l'innovation technologique et sociale qui travaillent à tous les jours avec les entreprises et les organisations d'ici pour les aider à innover davantage afin qu'elles soient plus efficaces, plus compétitives et plus productives. Actifs dans tous les domaines, de l'intelligence artificielle à l'éducation, en passant par l'agroalimentaire, le manufacturier innovant, les technologies vertes et l'intégration des immigrants, pour n'en donner que quelques exemples, chaque CCTT est bien ancré dans sa région et dans son domaine. Chaque CCTT est une porte d'entrée sur tous les autres. Nos clients adorent travailler avec nous et voici pourquoi. Si on est entrepreneur, on recherche des partenaires qui vont venir compléter ce qu'on a le goût de faire. Et je pense que les CCTT, en fait, pour moi, inédit, est venu rendre ce projet-là viable et commercialisable et qui en a fait un grand succès. Vraiment, on pourrait dire que les CCTT nous ont permis à Inno3B de nous développer beaucoup plus rapidement et de rester très compétitifs en avant du peloton. En 3 mots, adaptabilité, rigueur et accompagnement. Faire affaire avec un CCTT nous a permis de rester en avant. Aujourd'hui, la technologie avance tellement vite, on a besoin d'être au courant des nouvelles tendances, des nouvelles technologies, ce qui s'offre aux entreprises. Annuellement,
plus de 5000 entreprises travaillent avec nos experts dans la réalisation de plus de 10 000 projets d'innovation. Oui, l'essayer, c'est l'adopter. Nos clients apprécient tellement travailler avec nous qu'ils reviennent plusieurs fois. Vous aussi souhaitez innover? Améliorer vos produits, vos procédés ou vos processus? C'est simple, faites le www.synchronex.ca. Alors, bonjour tout le monde. Je me présente, Charles Milliard, président directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Je vous souhaite la bienvenue à cette deuxième édition de la tournée manufacturière virtuelle de notre réseau de chambres, donc partout au Québec. Aujourd'hui, on est dans la belle région du cœur du Québec, du centre du Québec, donc avec la Chambre de commerce et d'industrie de Bois-Franc-Érable. Je salue d'ailleurs la présence de son président, M. Robert Béliveau. Alors, bonjour Robert, merci de nous accueillir dans votre belle région ce matin. Je salue aussi la présence donc, de notre partenaire. Vous avez vu des vidéos fort inspirantes en introduction. Donc, je salue Marie Gagné, qui est présidente directrice générale donc, de Synchronex, le réseau des centres collégiaux de transfert de technologies et de pratiques sociales novatrices. Alors, on aura l'occasion de parler avec Marie dans quelques instants. La tournée d'aujourd'hui, en fait, donc c'est une tournée virtuelle. Donc, on fera dans les prochaines semaines le tour du Québec en 10 vendredis. Donc, dans les prochaines semaines, on aura l'occasion d'aller dans le coin du Haut-Richelieu, du Lac-Saint-Jean, de Rivière-du-Loup, de Gatineau, Brome-Missisquoi, la région de l'Assomption, Thérèse de Blainville, Montréal-Nord. On était en Abitibi la semaine passée. Alors, on se promène avec nos deux experts, donc Louis Duhamel et Antoine Audy-Julien de Deloitte, pour discuter justement de la situation du secteur manufacturier au Québec et comment la relance économique à venir va être importante pour le secteur et quelles sont les transitions. Donc, le but principal de la conférence, c'est de parler des transitions que vont vivre le secteur manufacturier. Et on les a divisées en 12, ces différentes transitions-là. Et à chaque rencontre, on en met une en valeur. Alors, aujourd'hui, on parlera de la transition régionale. Donc, on verra à quel point, justement, le secteur manufacturier dans les régions du Québec joue un rôle central dans la relance puis dans le développement économique. Alors, je vais céder la parole à mon collègue, donc Robert Béliveau, et je vous souhaite une excellente conférence et je vous remercie de nous avoir choisis ce matin. Alors, Robert. Alors, merci Charles et bon matin à vous tous et toutes de prendre le temps, votre précieux temps finalement, de venir entendre des conférenciers, des invités de marque. Puis soit dit en passant, les invités de marque que sont Alain Huot, le directeur général Desjardins Entreprises Centre du Québec, que j'ai la chance de connaître et que j'ai eu la chance aussi de voir grandir dans le réseau de Desjardins. De même que Martin Lemoine, président et fondateur de Fruits d'Or. Encore là, j'ai la chance de connaître Martin depuis, je dirais, des décennies. Et on doit tous reconnaître que l'entreprise dans laquelle Martin a fait grandir est un exemple finalement ici dans la région. Puis, dans la province et je dirais même maintenant presque à travers le monde. Alors, ces personnes nous apporteront sans le moindre doute des réflexions et des connaissances qui permettront de mieux se positionner comme entreprise. Je tiens à souligner que ce webinaire gratuit est rendu possible plutôt grâce à la collaboration de notre partenaire principal, soit Synchronex, notre fédération, de même que les 3 chambres de commerce du Centre du Québec, soit la Chambre de commerce et d'industrie de Drummond, la Chambre de commerce et d'industrie du Cœur du Québec et enfin la Chambre de commerce et d'industrie Bois-Franc-L'Érable. Alors, sans plus de préambule, je vous présente Mme Marie Gagné, que vous avez vue en introduction. Alors, Mme Gagné, depuis plus de 20 ans, agit comme gestionnaire d'entreprise et d'organisations engagées en innovation. Ayant participé au démarrage d'une entreprise issue de résultats de recherche universitaire et intervenant depuis plusieurs années avec le réseau des 59 centres collégiaux de transfert de technologies et de pratiques sociales novatrices, les CCTT. Elle comprend et maîtrise finement les enjeux liés à l'innovation pour les entreprises et les organisations québécoises. À titre de présidente directrice générale de Synchronex, le réseau des CCTT, c'est de façon quotidienne qu'elle intervient pour aider les entreprises et les organisations à se démarquer sur la scène locale et internationale. J'invite donc Mme Marie Gagné, présidente directrice générale de Synchronex, à prendre la parole. Monsieur Béliveau, Charles, chers entrepreneurs, dans la vidéo d'ouverture, vous avez vu Bernard Lefrançois qui parlait d'Innovem.
La vidéo date de quelques années et Bernard a tellement apprécié travailler avec Innovem qu'il en est aujourd'hui le directeur général. Ceci dit, c'est un grand plaisir pour moi d'être dans la région du centre du Québec ce matin et de me joindre à la grande tournée de la Fédération des chambres de commerce. Dans le contexte actuel du confinement, se déplacer, ne serait-ce que virtuellement, est vraiment apprécié. Ma visite ce matin ici est importante. La pandémie actuelle vient chambouler les modèles d'affaires établis et vous oblige à réagir rapidement pour maintenir votre positionnement stratégique et pour saisir les nouvelles opportunités d'affaires. Que l'on parle de commerce électronique, de numérisation, de développement de protocoles pour tester des nouveaux matériaux pour la fabrication d'équipements sanitaires, d'agriculture plus durable, de logistique du transport, ou de tout autre enjeu pour lequel innover pourrait vous aider, les centres collégiaux de transfert de technologies et de pratiques sociales novatrices, les CCTT que je représente, sont là pour vous aider. C'est un réseau de 1500 experts terrain qui travaillent avec des entreprises et des organisations comme les vôtres à la grandeur du Québec pour vous aider à améliorer vos processus, vos procédés, vos produits et vos pratiques. D'ailleurs, il est démontré qu'une entreprise qui travaille avec un CCTT a un volume de vente 17% plus élevé qu'une entreprise similaire qui ne travaillerait pas avec un CCTT. Ça fait réfléchir, non? 17% de vente de plus, ça vous intéresse? Chaque CCTT spécialise dans un domaine d'activité qui va de l'agriculture aux nouveaux matériaux, en passant par l'énergie, dont les énergies renouvelables, les biotechnologies, les ressources forestières, le manufacturier innovant, les technologies environnementales, le tourisme, la santé, l'éducation, pour n'en nommer que quelques-uns. Ici, dans le centre du Québec, vous avez la chance d'avoir 4 des 59 CCTT. À Drummondville se trouve le Centre collégial d'expertise en gérontologie, aussi appelé le CCEG. À Victoriaville, vous avez 3 CCTT, Centre d'expertise et de transfert en agriculture biologique et de proximité, le CETAB+, le Centre d'innovation sociale en agriculture, le CISA, et le Centre d'innovation en ébénisterie et en meubles que vous avez vu en ouverture, Innovem. Les CCTT créent annuellement près de 8 millions de retombées économiques dans la région, dans les domaines de la fabrication, de l'agriculture, de la finance, de la gestion d'entreprise, dans les soins de santé et d'assistance sociale. Pour vous donner quelques exemples, le CETAB+ et le CISA assistent les entreprises agricoles dans leur gestion des ressources humaines et matérielles et les accompagnent dans le développement d'une agriculture de proximité avec une chaîne logistique optimisée. Par ses travaux, le CCEG développe des méthodes pour améliorer la qualité de vie des aînés, un enjeu des plus pertinents actuellement, et Innovem aide à accroître la productivité et la compétitivité des entreprises liées au bois et aux meubles. Et même si les expertises et les équipes des CCTT de votre région sont exceptionnelles, vous pouvez aussi faire appel à n'importe quel autre CCTT du réseau pour répondre à vos besoins. Les CCTT sont des collaborateurs que vous devez privilégier si vous souhaitez rendre votre organisation ou votre entreprise plus innovante, plus compétitive et plus efficiente. Les CCTT sont malheureusement un secret trop bien gardé et nous croyons sincèrement que vous devez collaborer avec eux, qui plus est en ces temps difficiles. C'est pour cette raison que nous nous sommes joints à la Fédération des chambres de commerce dans cette tournée pour les faire connaître plus et mieux aux entrepreneurs des 4 coins du Québec. De plus, en fonction des risques et des associés aux projets réalisés, certains programmes de financement avantageux pourraient s'appliquer pour la réalisation de vos projets. Les CCTT seront en mesure de vous informer à ce sujet. Annuellement, les CCTT travaillent avec 5 000 entreprises dans la réalisation de 10 000 projets d'innovation. Comme vous l'avez vu, nos clients sont extrêmement satisfaits de nos services et reviennent plusieurs fois dans une même année et année après année, car comme vous le savez, demeurer compétitif est une bataille de tous les instants. Donc, si vous souhaitez saisir de nouvelles opportunités d'affaires et que vous avez besoin d'aide, si augmenter vos ventes de 17% vous intéresse, n'hésitez plus. Faites le www.synchronex.ca et vous trouverez des experts pour vous aider à devenir plus compétitif et plus productif. Monsieur Béliveau,
Je vous redonne la parole. Bien, merci beaucoup, Mme Gagné. Déjà là, c'est déjà beaucoup plus clair. Alors, nous voilà rendus à la présentation de nos deux conférenciers. Tout d'abord, M. Louis J. Duhamel est conseiller stratégique chez Deloitte et président sortant du comité manufacturier, innovation et exportation de la Fédération des chambres de commerce du Québec, et M. Antoine Audy-Julien, qui est stratège d'affaires chez Deloitte. Alors, je vous souhaite une excellente conférence à vous tous et toutes. Messieurs, la parole est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Il nous fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Heureux de présenter aujourd'hui, ma foi, dans le cadre du deuxième événement de la grande tournée manufacturière virtuelle des chambres de commerce. Merci à la FCCQ et son PDG Charles Milliard, à Synchronex et sa PDG Marie Gagné, au président Robert Béliveau de la Chambre de commerce et d'industrie Bois-Franc-Érable, avec qui j'ai eu l'honneur de travailler dans le passé. Merci de nous recevoir chaleureusement ce matin, d'avoir réuni la communauté d'affaires locales pour nous ce matin. J'aurai le plaisir de faire cette présentation en duo avec mon cher collègue Antoine Audy-Julien. COVID-19 oblige, il s'agit de la troisième version de l'ère des transitions. L'avant, le pendant et l'après. On peut même temps voir la sortie de crise à l'horizon. On sent que c'est à portée de main, mais il est plus que temps pour les entreprises de préparer un retour réussi à une certaine normale qui est encore difficile à cerner. Aujourd'hui, la transition vedette est la transition régionale et on aura une entrevue suite à notre présentation vers les 8h55 normalement avec Alain Huot, directeur général de Desjardins Entreprises pour le Centre du Québec, et Martin Lemoine, PDG de Fruits d'Or de Notre-Dame-de-Lourdes, un fleuron québécois œuvrant dans la merveilleuse filière de la transformation de la canneberge. J'en profite pour saluer la présence de la présidente de l'Association des producteurs de canneberge du Québec, Monique Thomas, avec qui je célèbre cette année 30 ans d'amitié. Son nom est maintenant indissociable du succès phénoménal de la filière de la canneberge, qui est maintenant deuxième au monde, imaginez, après l'État du Wisconsin. Alors, bravo Monique, bravo à tous ceux qui œuvrent dans la filière de la canneberge au centre du Québec. Notre présentation sera en deux parties. Tout d'abord, un rappel de l'impact du secteur manufacturier dans notre économie. Et c'est Antoine qui va couvrir cette partie-là. Et ensuite, la présentation des 12 transitions qui, selon nous, changeront irrémédiablement le visage du secteur manufacturier dans un avenir proche. Mais visionnons ensemble une vidéo d'ouverture et écoutons sûrement les consignes d'Antoine. Oui, merci Louis. En fait, juste avant de regarder la vidéo, juste pour vous avertir, pour ceux qui se sont joints, vous avez vu au début une autre vidéo, donc vous avez probablement déjà ajusté votre son, mais c'est possible que le son soit un petit peu plus fort, donc juste à faire attention, être prêt à le baisser au besoin. Et naturellement, comme les limites de la technologie obligent, et c'est sûr qu'il y a parfois un petit lag ou un petit délai entre le son de la voix et le visuel, donc nos excuses pour ça, malheureusement, c'est les limites de la technologie. Pour la présentation, donc le Q&A va être à la toute fin. C'est-à-dire que vous pouvez écrire vos questions par écrit dans le chat, dans la section Q&A au bas de l'écran ou en haut sur votre iPad. On va prendre les questions à la toute fin, mais n'hésitez pas à les faire au fur et à mesure. Ça va nous faire plaisir de les enregistrer et d'y revenir à la fin. Et dernièrement, on se fait souvent poser la question, est-ce que l'étude va être disponible? Est-ce que la présentation est disponible et tout ça? La réponse est simple. Oui, un synopsis de l'étude qui va paraître dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc, on est en train de le finaliser. Vous allez recevoir ça. Ça va être communiqué à vous comme vous avez participé à l'événement. Donc, sans plus tarder, on y va avec la présentation de la vidéo. Face à une époque où la seule constance est la fréquence et la vitesse des changements,
où produits, compétences et procédés sont appelés à sans cesse évoluer, où l'agilité est plus que jamais gage de pérennité, c'est à toutes les organisations que le défi est lancé. Les acteurs du secteur québécois de la fabrication réussiront à tirer le plein potentiel de l'ère des transitions. Au nom de Desjardins et de ses membres à travers toutes les régions du Québec, je vous souhaite une excellente présentation. Alors, tout d'abord, on aimerait présenter l'apport que nos commanditaires nous apportent dans cette présentation. J'aimerais souligner l'apport de Desjardins qui est présent pour les manufacturiers du Québec dans toutes les régions administratives du Québec. Le Fonds de solidarité FTQ, un des portefeuilles manufacturiers les plus importants au Québec. Norda Stello, Société d'ingénierie québécoise spécialisée en automatisation avancée, ainsi que Investissement Québec CRIC, la vice-présidence technologique d'Investissement Québec, qui est en charge de la transition des entreprises vers le manufacturier innovant et qui est maintenant accompagné d'Investissement Québec depuis un an, presque jour pour jour. PROMD, un organisme voué au financement de partenariats en R&D avec le milieu de la recherche. Le CRIM, un organisme d'appui spécialisé dans l'analytique de données. Et l'INO, un centre de recherche d'envergure canadienne spécialisé en photonique et Internet des objets. DEL, Développement économique Longueuil, organisme d'appui au développement économique, et aussi le Centre d'expertise industrielle qui a pour but d'accélérer la cadence de la transformation numérique des manufacturiers, PRIMA, le pôle de recherche et d'innovation de matériaux avancés, la SDED, Société de développement économique de la MRC Drummond, et BCF, avocat d'affaires. Le cabinet de relations publiques nationales et son équipe manufacturière, le CETEC, Société d'État, responsable du défi du reprenariat, soit le Centre de transfert d'entreprises du Québec. Processia, qui est chef de file dans le domaine de la gestion du cycle de vie de produits et d'intégration de systèmes. Bridger, la plateforme numérique de mariage visant à assurer le virage numérique et technologique des entreprises, ainsi que le groupement des chefs d'entreprise, le réseau de propriétaires d'entreprises qui réunit et connecte les entrepreneurs afin qu'ils progressent par l'entraide. Maintenant, pour mieux comprendre l'impact du secteur manufacturier sur l'économie du Québec, je laisse la parole à mon collègue Antoine. Merci beaucoup, Louis. Donc, justement, parlons-en. Avant la crise, disons que tous les voyants étaient ouverts. Le secteur manufacturier québécois qui était plus dynamique que jamais. On avait de la création de richesses pour toutes les Québécoises, tous les Québécois. Le secteur manufacturier qui agissait là, autant dans l'ombre comme au soleil, comme le moteur de l'atteinte de tous les objectifs économiques du Québec. On s'est posé la question, est-ce que ça a changé avec le temps? Est-ce qu'on repart de la case départ avec cette nouvelle réalité-là post-COVID où on est dans un contexte de sortie de crise? Et la réponse a été que non, au contraire, le secteur manufacturier qui demeure la carte maîtresse d'une sortie de crise réussie. Puis vous le voyez à l'écran, pourquoi? Les 4 objectifs économiques, les nouveaux objectifs du gouvernement aujourd'hui, comme on les entend, c'est sûr qu'on veut créer des emplois bien rémunérés encore aujourd'hui, entre 25 et 30 $ de l'heure. Le Québec manufacturier est champion des emplois payants. On dit que le secteur manufacturier rémunère ses employés 17 % plus élevé que le salaire. Donc, encore une fois, directement de l'argent qui va à nos travailleurs et travailleuses. Dans un deuxième temps, c'est sûr, on parle toujours d'investissement en entreprise, des entreprises en innovation et en productivité. On le sait, la productivité est mère de tout aujourd'hui, surtout avec le contexte sanitaire. On parle d'automatisation, de numérisation, de digitalisation. Donc, cette réalité-là est un élément critique de la stratégie économique du Québec. Et comme on le voit, le Québec manufacturier, c'est le champion de l'innovation et de la productivité. Plus d'$1 sur 2 d'innovation R&D au Québec provient du secteur manufacturier québécois. Et quand on parle de productivité, c'est 57 $ de création de richesse au PIB. Donc, pour chaque heure travaillée par un travailleur ou une travailleuse, on parle de 57 $ qui s'en va directement dans le PIB. Et non seulement ça, c'est le secteur le plus productif en termes de création de richesse
de l'économie du Québec si on met de côté exploitation pétrolière et gazière et autres, qui est un système, qui est un secteur qui est assez unique en son genre de ce côté-là, qui est loin devant et assez spécial. Mais également, on voit aussi que la productivité en termes de dollars de l'heure, c'est le secteur manufacturier qui a vécu la plus grande croissance dans la dernière année de données disponibles. Donc ça, c'est non négligeable, c'est certain. La troisième chose, le Québec, on est une société qui génère de la richesse par les exportations. On veut atteindre 50% du PIB de ce côté-là. Le Québec manufacturier, c'est le champion des exportations. On dit que c'est 2 fois plus que les services et 8 fois plus que les ressources naturelles. Donc, si on veut atteindre nos objectifs d'exportation, c'est certain que ça passe par le secteur phare qui est le secteur manufacturier. Et dernièrement, un nouvel objectif qui s'est ajouté, un nouvel objectif économique en sortie de crise, c'est certain, retourner à un équilibre budgétaire dans les meilleurs délais possibles. Donc, le secteur manufacturier qui est le champion des finances publiques, c'est 13,5 milliards de dollars qui s'en vont dans l'assiette fiscale, parafiscale des gouvernements, principalement celui du Québec, mais également au niveau canadien, donc au niveau fédéral. C'est non négligeable la contribution à l'assiette fiscale, parafiscale. Donc, c'est certain que si on veut un retour à l'équilibre budgétaire, le Québec manufacturier doit avoir une contribution notoire. Louis, parlons des régions maintenant. Absolument. Aujourd'hui, c'est la transition régionale. Donc, voyons voir comment les régions se comportent par rapport au secteur manufacturier pour avoir une certaine compréhension de ce que vous voyez qui est en vert foncé sont les régions où le PIB manufacturier est au-dessus de 2,5 milliards. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, sans trop de surprise, l'île de Montréal est la première région manufacturière. Mais une chose à savoir, c'est que la région de l'île de Montréal, malgré son énorme masse critique de 17 milliards, ne croît plus depuis plusieurs années. Le taux de croissance est à 0 %. Donc, tout le monde a ses enjeux, même quand on est gros et fort. Et ce qu'il faut voir aussi, que les autres régions qui ont des PIB manufacturiers très importants, la Montérégie, soit la rive sud de Montréal. Vous avez pas loin après les Laurentides, la rive nord de Montréal. On voit que les villes-centres et leurs rives jouent un rôle très important. Et vous avez aussi l'autre grande ville-centre, Capitale-Nationale, et sa rive sud, la région de Chaudière-Appalaches, qui inclut la Beauce, qui ensemble font un PIB manufacturier d'au-dessus de 8 milliards. Donc ça, c'est pour avoir une loi des proportions, si on veut. Mais si on regarde les régions pour qui le manufacturier est le plus important dans leur économie, c'est-à-dire le pourcentage du PIB manufacturier dans le 100 % de l'économie locale. Et on voit que la région championne au Québec, c'est Chaudière-Appalaches avec 28 %. Ma foi, c'est presque un taux comme on a en Chine, par exemple, qui est la première puissance manufacturière au monde, c'est-à-dire par rapport à l'importance que revêt le secteur manufacturier pour la région. Centre du Québec, 25 %. On est dans le centre du Québec aujourd'hui. Alors, c'est la deuxième région où le secteur de la manufacturier le plus important pour son économie. L'Estrie, qui a fait un bond en avant aussi avec 21 %. Le Saguenay à 18 %. Les alumineries doivent y contribuer pour un peu. Et la Montérégie, la rive sud de Montréal, 17 %. Maintenant, il faut regarder la croissance aussi, puisqu'on voit que le manufacturier est présent dans toutes les régions administratives du Québec et qu'il y a un engouement renouvelé pour la fabrication. On voit la Gaspésie, surtout avec sa filière de transformation alimentaire, 14 % de croissance année sur année. Donc, assez intéressant. Le nord du Québec, même 13 % de croissance. Chaudière-Appalaches, ma foi, qui brille sur tous les niveaux statistiques avec 9 %. Donc, on voit l'engouement, on voit que les régions vont de l'avant. Je pense que COVID-19 nous aura fait réfléchir aussi à l'idée que si on va avoir une souveraineté économique, il faut qu'on fabrique des produits. Et je pense qu'on va peut-être avoir la deuxième vague de la renaissance du secteur manufacturier. Donc, les régions vont produire dans les années à venir une majorité de nos fleurons manufacturiers. Puis maintenant, on parle de la transition régionale aujourd'hui, mais il y en a d'autres, des transitions. Donc, parlons un petit peu des autres transitions. Faisons un petit tour de roue. Donc, comme vous le voyez à l'écran, c'est 12 transitions que forme l'ère des transitions, notre étude qu'on vous présente aujourd'hui.
C'est un changement de paradigme complet dans l'écosystème manufacturier, mais aussi dans l'industrie, dans l'économie québécoise. Donc, 12 transitions qui sont en voie de transformer notre économie, notre société. Certaines d'entre elles qui sont en haut de l'écran sont plus préoccupantes, d'autres sont plus de nature habilitante. Les préoccupantes, naturellement, si on les attaque de la bonne façon puis on en profite pleinement, ça peut être vu comme une opportunité plus qu'une menace, mais il n'en demeure pas moins que fondamentalement, la posture de cette transition-là est un petit peu plus préoccupante. Les 2 nouvelles entrées de jeu, nouvelles sont plus nouvelles maintenant, mais qui ont fait leur entrée durant la COVID, c'est la préventive et la communicationnelle qui sont plus importantes que jamais. Aujourd'hui, comment on va fonctionner, c'est qu'on vous en présente 7 de manière plus brève actuellement, juste un petit tagline, et on va vous en présenter 5 plus en détail, dont la vedette, la régionale, dans les prochaines minutes. Question de faire un tour de roue qu'on a adapté naturellement à la région aujourd'hui de Victoriaville. Donc, la première transition qu'on va couvrir plus sommairement, c'est la transition autarcique, l'accès vital au marché d'exportation qui était déjà plus un acquis. On sait que ça s'est accentué avec la COVID-19, le protectionnisme qui a été une tendance lourde pré-COVID puis qui demeure post-COVID et qui met à risque naturellement les revenus d'exportation des entreprises qui sont concentrées sur peu de marchés géographiques, surtout quand ces marchés-là décident de fermer leurs frontières. Exemple, les États-Unis. Donc, on va assister plus que jamais à un repli sur soi des États à travers le monde plus tôt que tard. Et cette réalité-là, naturellement, il faut la prendre en compte, principalement pour les entreprises exportatrices. La transition générationnelle, le grand dossier de reprenariat de la dernière décennie, l'œuvre inachevée qui, en sortie de crise, les entreprises, il y en a qui vont être fragilisées, il y en a qui vont disparaître, il y en a d'autres qui vont naître. C'est certain, c'est inévitable. Mais quel va être l'impact de la crise sur l'attitude du propriétaire cédant en fin de carrière? À la sortie, il risque d'être dans l'attentisme, dans la patience, mais ça reste qu'il va y avoir les 2 extrêmes. Il y en a qui vont vouloir sortir rapidement, qui ont été ébranlés pendant la COVID, puis il y en a d'autres qui vont vouloir garder, essayer de revaloriser l'entreprise avant de sortir de l'entreprise. Donc, est-ce qu'on va assister plutôt à un boom entrepreneurial manufacturier? Ça reste à voir. Troisième transition, c'est la transition financière, une transformation complète des paradigmes financiers. On le sait, la transformation de la fonction finance provoquée par les transitions technologiques, expérientielles, circulaires, même la générationnelle à certains égards, ça va faire en sorte qu'on va avoir un ajustement immédiat qui va être requis, autant du côté des entreprises, exemple avec la transformation de la fonction finance, que des institutions financières avec l'adaptation des produits financiers, la personnalisation des services offerts, la gestion du risque 2.0, des nouveaux modèles d'affaires uniques, l'importance des business cases et ainsi de suite. Donc, tout ça dans le but de soutenir une vague d'investissement. Donc, il va y avoir un besoin des 2 côtés, autant des entreprises que des institutions financières. La transition matérielle, tout l'engouement pour les matériaux durables, les matériaux recyclés à forte valeur ajoutée, qui est en synergie avec la transition circulaire, naturellement. La tendance des matériaux allégés, donc entre autres avec l'électrification des transports qui va être un grand vecteur pour la transformation matérielle. Donc, tous les matériaux avancés, cette grande tendance-là est importante, sans oublier tous les matériaux qui sont reliés à la crise sanitaire, comme on a vu au début de la crise. L'aluminium antimicrobien d'A3 Surface, c'était partout dans les médias. Cette réalité-là, il y en a qui ont développé des nouveaux matériaux en lien avec les besoins de la crise sanitaire. Donc, ça va rester, ça va s'accentuer. Maintenant, la transition circulaire, c'est la réponse économique au changement climatique, à une dualité qu'on voit rarement ensemble, mais c'est certain que cette dualité-là, elle est possible via le modèle circulaire, donc un positionnement différencié qui est de plus en plus recherché par une clientèle en croissance dans le monde, avec des ressources qui s'amenuisent puis des rebuts qui peuvent devenir la matière première d'une autre entreprise ou d'un autre produit. Donc, c'est certain que la tendance marquée vers l'achat local, l'achat régional, et les pénuries dans l'approvisionnement qu'on a vécues vont faire en sorte de pousser certaines entreprises à être créatifs dans la manière d'utiliser les matériaux qui sont parfois limités. Les 2 dernières transitions, l'expérientielle, une économie de produits qui est challengée par la nouvelle ère de l'expérience client. Donc, on a une tendance qui nous amène de plus en plus vers la servicification des produits qui fait en sorte que le produit devient de moins en moins la finalité, mais plutôt devient un contributeur à notre expérience client. Donc, on part d'un produit qu'on vend
pour un certain montant et on se débarrasse du produit. Le client l'achète et part avec, vers une servicification où on offre une expérience au client, on offre des mises à jour, on offre un service, on offre de l'entretien et ainsi de suite. Donc, cette transformation-là est assez majeure, qui fait en sorte de changer le modèle d'affaires des entreprises qui réussissent à se lancer là-dedans. Et naturellement, c'est une création de richesse importante, puis c'est supporté par la transition technologique, qui est justement la transition avec laquelle on va commencer dans une minute. La dernière transition aujourd'hui qu'on va survoler seulement, c'est la transition écosystémique. Un écosystème d'affaires québécois exceptionnel qu'on a, qui est prêt à propulser l'ère des transitions. On a des entreprises et des organismes de tout genre dans notre écosystème. Louis parlait tantôt de l'Association des producteurs de canneberge. C'est un exemple local ici, une entreprise qui est écosystémique. Vous avez les présentateurs de cette tournée-là, Synchronex avec Marie Gagné, c'est également des joueurs critiques dans l'écosystème. Vous l'avez vu dans nos partenaires, des Nordastello, des Investissements Québec Cric et d'autres. On a un écosystème très fort au Québec qui est prêt à lancer les transitions technologiques, numériques, à transformer l'industrie québécoise en industrie 4.0. Et naturellement, l'achat local qui va propulser encore davantage cette réalité-là. Les collaborations sont toutefois de mise. Louis, commençons avec la technologique. Tout à fait. Alors, comme on pourrait dire, la transition technologique, c'est la mère de toutes les transitions. C'est la transformation numérique des entreprises est un enjeu très, très important pour l'économie du Québec. Et malheureusement, on a été dans les années passées beaucoup dans l'attentisme des entreprises. On regarde les sondages, soit de Statistique Canada ou de la Banque de développement du Canada, qui n'étaient pas très, très joyeux, disons, par rapport à le manque d'engouement des entreprises pour la transition technologique. Les freins qu'on voyait, c'était la perception de complexité. Reste qu'avec tout l'écosystème d'affaires au Québec, qui peuvent aider les entreprises à voir clair. Et Antoine mentionnait le réseau des CCTT de Synchronex et tous les autres partenaires équipementiers, intégrateurs, de l'appui au niveau de la formation, des ressources humaines, etc. Donc, je pense qu'on n'a pas cette excuse-là de dire que c'est complexe, donc je reste à l'écart de ça. Mes connaissances des partenaires d'accompagnement, je vais dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, mes connaissances des partenaires, mais encore une fois, on est toujours à la recherche de ce fameux guichet unique. Tout le monde cherche le guichet unique où on trouve. Alors, on va finir par y arriver à ça, mais la vérité, c'est qu'il y a plus de 700 fournisseurs qu'on qualifie de 4.0 au Québec, de tout genre, qui sont là, que ce soit des partenaires financiers, techniques ou autres, gestion du changement. Ma foi, la liste est longue. Tout est disponible. Manque de main-d'œuvre et écart de compétences, c'est certain que ce n'est pas COVID-19 qui va changer nos courbes démographiques. Alors ça, je pense qu'on a on a eu une accalmie, là, on a eu une pause, puis par chance, puisque s'il a fallu avoir ça en plus de tout le reste, reste que le manque de main-d'œuvre va demeurer et les manufacturiers, souvent, donnent cette raison-là pour ne pas agir. Mais encore une fois, si on s'automatise, on va augmenter notre productivité et on va avoir peut-être moins besoin de main-d'œuvre. Alors, raison plus pour aller de l'avant avec la transition technologique. Et l'incertitude autour du retour sur l'investissement, je vais y venir dans quelques secondes. Donc, plusieurs freins psychologiques dans la tête des entrepreneurs actuellement. Il faut avoir la conversation avec eux pour essayer d'amenuiser ces freins-là. Pour poursuivre avant quoi faire, pourquoi on croit que la transition technologique va continuer sur sa lancée de 2019? Je vous donne quelques raisons. La première, c'est qu'en 2019, et ça a été confirmé dans les dernières semaines avec des statistiques toutes neuves, on a eu 26 d'augmentation d'investissement privé en immobilisation dans le secteur manufacturier et on a vu immédiatement une corrélation, comme les économistes disent, ou un impact direct sur la productivité par heure travaillée du secteur manufacturier, ma foi, qui est devenu premier dans l'économie. On a vu là, comment on passe là, de action-réaction immédiatement des investissements privés en automatisation, en numérisation
produisent l'effet d'augmenter la productivité et de rendre l'entreprise plus compétitive. Et on peut le démontrer maintenant. Donc, on était sur une lancée. C'est certain qu'il y a eu, comme disent les Anglais, un showstopper avec COVID-19. Mais COVID-19, là, comme je disais tout à l'heure, là, on en ressort de ça très bientôt et on ne croit pas que ça va faire en sorte que ça va geler l'investissement en immobilisation. Au contraire, les manufacturiers aussi ont pu voir à quel point l'industrie des services a été littéralement sauvée au Québec par la transition numérique, notamment le commerce en ligne, autant au niveau des consommateurs que pour les entreprises. Et ça, ça ne sera plus jamais pareil, ça va changer nos vies et ces habitudes-là vont demeurer autant pour nous consommateurs que pour les entreprises qui transigent en ligne de plus en plus. Donc, cet ADN-là, il ne disparaîtra pas comme ça. D'autres raisons, avec l'achat local pour dérisquer, si on veut, nos chaînes d'approvisionnement où on avait des chaînes qui traversaient, ma foi, plusieurs continents dans des devises différentes. Et on a vu que tout ça s'est écroulé quand il y a des paramètres qui ne sont plus là. Et quand on n'a pas d'autres alternatives, on ne fabrique pas ces produits-là au Québec, on s'est retrouvé en rupture de stock et ces produits-là n'étaient plus disponibles. Alors, je pense que les manufacturiers vont vouloir gérer ce risque-là, mais ça va provoquer des augmentations de coûts au niveau des approvisionnements. Il va falloir compenser à quelque part. Et là, on va être vraiment obligé d'aller vers des diminutions de coûts grâce à la productivité pour contrebalancer cette bonne gestion du risque que les manufacturiers vont adopter. Par rapport aussi, bien sûr, à la pénurie de main-d'œuvre, l'automatisation demeure une solution et ne serait-ce que pour ça, les manufacturiers vont être nettement obligés d'aller de l'avant et de continuer leur transition numérique qui avait été démarrée avant la pénurie. Et maintenant, la dernière raison, c'est l'appui gouvernemental. Je pense qu'on a une volonté politique, ma foi, qui a continué dans le temps, mais qui s'est vraiment nettement affirmée actuellement avec les mesures gouvernementales qui sont nombreuses. On a eu les prêts pardonnables récemment, alors toutes sortes de nouveaux mécanismes, comme quoi autant au niveau du ministre des Finances, du ministre de l'Économie et du gouvernement du Québec, il y a cette volonté très forte d'appuyer l'innovation dans les entreprises par tous les moyens possibles. Et donc, les entreprises ne sont pas seules et si elles ressortent un peu fragilisées de COVID-19, elles auront l'appui financier des gouvernements, mais aussi des institutions financières qui deviennent Finance 4.0 aussi, que ce soit les Desjardins, Fonds de solidarité, tout le réseau bancaire. On voit que la finance est aussi en transformation. Maintenant, je finis par, souvent on dit comment on fait ça, quoi faire? Bien, diagnostic de maturité numérique est devenu quelque chose d'assez populaire. Il y en a eu des milliers qui ont été faits dans les entreprises. Il faut continuer dans cette voie. Il y en a un qui est disponible au ministère de l'Économie, mais il y a des alternatives un peu partout. Il y a des diagnostics qui se font plus rapidement, un peu plus légers. Il y a des diagnostics plus exhaustifs. Vous avez l'embarras du choix. Mais quand vous savez quel est le point de départ, c'est très éclairant pour le reste. Pour vous faire votre feuille de route, bien là, vous pouvez identifier les zones de vulnérabilité sur lesquelles vous devez travailler. Monter un dossier d'affaires aussi est vu comme problématique pour les entreprises. Difficulté à évaluer les coûts, difficulté à évaluer le retour sur l'investissement et difficulté à évaluer le temps de recouvrement de l'investissement, le fameux payback. Et là-dessus, les institutions financières et même organismes techniques se développent des compétences et des équipes pour aider les entreprises à faire du sens avec le business case, comme on dit en bon français. Et là-dessus, c'est un passage obligé. Mais je vous dirais, pour terminer là-dessus, on peut chercher le business case de midi à 14 heures, mais on peut dire que, ma foi, ça finit peut-être pour certains à faire un acte de foi,
mais allez-vous être là dans 5 ans? C'est ça la question. Allez-vous être encore là quand d'autres entreprises de votre secteur vont avoir atteint l'étape d'être une entreprise numérique et d'être fortement automatisée? Là, ça ne sera pas facile après ça de se rattraper. Alors, je pense que les entreprises manufacturières au Québec, dans quel que soit le secteur, doivent faire le pas en avant et l'aide est disponible. Il n'y a pas d'excuse pour ne pas le faire. Maintenant, je vais vous parler de la transition inclusive également. La transition inclusive, elle est plus importante que jamais, notamment, il y avait une question sur le chat tout à l'heure de M. Baudouin, une excellente question par rapport, si on n'a pas la main-d'œuvre, comment on va faire ces transitions-là, comment on va passer à travers? Bien, regardons la question de l'immigration, des travailleurs issus de l'immigration. On sait qu'on a pris une petite pause pendant la COVID. Là, c'est certain qu'il y avait des urgences à régler. Mais ce qu'il faut dire, c'est que vous voyez les courbes de corrélation à gauche. Alors, ce n'est pas compliqué. On augmente le seuil d'immigration, on l'élève un peu et la croissance économique s'élève en parfaite corrélation. Encore une fois, cause à effet, action-réaction. Et on est condamné à continuer à faire l'acquisition de travailleurs issus de l'immigration. Il y a de l'aide, il y a souvent, on voit une complexité dans ça, c'est certain, 2 niveaux de gouvernement, c'est procédurial, il y a du juridique dans ça, il y a des voyages à faire à l'étranger, etc. Mais l'aide est disponible maintenant de part et d'autre. Des services de développement économique comme celui de Drummondville, la SDED, offre ce service-là, avec même des avocats à l'interne et tout ça, mais vous avez ça aussi dans d'autres organismes et il n'y a pas de raison de baisser les bras parce que c'est compliqué. Et après avoir fait ça, vous n'êtes pas au bout de vos peines parce qu'il faut être meilleur à intégrer les travailleurs issus de l'immigration dans vos entreprises parce que certaines entreprises, on n'a pas été habitué à ça. Donc, il y a une certaine gestion du changement et ça va prendre certains efforts pour s'assurer qu'on intègre bien les employés issus de l'immigration. Mais je vous dirais, l'enjeu qui va être le plus important devant nous, c'est de garder nos travailleurs issus de l'immigration en région et ici même au centre du Québec. Si on ne leur crée pas un milieu de vie, si les entreprises ne font pas équipe avec les municipalités, l'AMRC, les MRC, avec les organismes sociaux, économiques, afin qu'on puisse créer un milieu de vie. Toute personne recherche non seulement un travail intéressant, mais recherche avoir une vie intéressante et agréable aussi. Et il faut s'assurer qu'on crée des conditions gagnantes pour qu'on garde nos travailleurs issus de l'immigration dans notre région et que 2-3 ans après, ils ne se retrouvent pas à s'en aller à Montréal ou à Québec ou ailleurs. Donc, ça va être le grand défi d'assurer la rétention des travailleurs issus de l'immigration. Alors, encore une fois, je vous ai un petit peu raconté, les entreprises doivent avoir un leadership sur la question, doivent provoquer les choses. Parfois, ça va loin, je le sais. Certaines entreprises me disent, M. Duhamel, on est rendu des aubergistes, on fait du transport personnel, oui, je sais, parfois, quand la région n'est pas bien organisée, puis je ne crois pas que ce soit le cas pour le centre du Québec, mais on doit en faire un petit peu plus. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Hein? On a besoin de personnes dans nos usines, surtout que l'économie reprend. On était sur un air d'aller avant, les entreprises étaient en croissance et ça prend du monde pour faire ça. Donc, encore une fois, les bons principes sont connus sur comment intégrer des employés et dans nos entreprises, mais aussi les intégrer sur le sol de notre région. À toi la parole, Antoine. Merci beaucoup, Louis. Donc, la troisième transition, la transition communicationnelle, en fait, c'est les entreprises qui sortent du placard au niveau des stratégies de communication. Les entreprises qui ont souvent été peu portées vers l'augmentation de leur notoriété, de la promotion de leur image de marque, entre autres, les entreprises qui fonctionnent dans une logique de B2B, business to business, et d'autre part, celles qui se retrouvent dans les marchés de niche où elles prétendent connaître leurs clients, leurs fournisseurs et autres. C'est peut-être un peu moins le cas dans les secteurs B2C, mais naturellement, il y a cette réalité-là qu'on connaît des entreprises qui peut-être s'attaquent moins à leur notoriété, à la promotion de leur image de marque,
mais on voit que c'est en train de changer. À l'ère des partenariats stratégiques, en lien entre autres avec la transition technologique que Louis parlait un petit peu plus tôt, c'est clair que les entreprises vont devoir nouer des alliances, garder des bonnes relations avec les acteurs clés tels comme les gouvernements, les fournisseurs stratégiques, le grand public et d'autres. Donc, elles vont pouvoir, en faisant ça, améliorer leur communication externe. Ça va être un prérequis de le faire pour avoir du succès dans le marché d'aujourd'hui et du futur. Donc, cette transition-là, naturellement, fait également référence à la marque employeur, qui est souvent négligée par les entreprises, surtout avant la dernière pénurie de main-d'œuvre qui se poursuit encore aujourd'hui, cette rareté de main-d'œuvre-là. Donc, la marque employeur qui doit vouloir dire quelque chose pour les parties prenantes, autant à l'interne qu'à l'externe. La transition est souvent aussi semblable à, comme je l'ai dit un peu au début, une sortie du placard pour des entreprises plus matures, rentables, mais qui sont à toutes fins égards inconnus à l'extérieur de leur cercle immédiat. Il y a plusieurs entreprises qui demeurent souvent à l'écart des médias sociaux, l'âge moyen des propriétaires d'entreprises de plusieurs secteurs, dont le manufacturier, les services financiers, l'immobilier, les services professionnels et d'autres. Et leur inconfort par rapport au numérique demeure un facteur qui est naturellement aggravant, même si ce n'est pas le seul du tout, au contraire. Les communications qui vont prendre un essor encore plus important avec le besoin de transparence par rapport à toute la gestion sanitaire en sortie de crise. Seulement les entreprises qui vont pouvoir monter patte blanche vont pouvoir générer toute la confiance de la part de leurs employés, de leurs clients, de leurs fournisseurs et de leurs partenaires gouvernementaux et d'autres pour être en mesure de redémarrer leur activité à plein effort dans les mois qui vont venir ou naturellement poursuivre leurs activités dans des crises subséquentes, d'autres perturbations qu'on pourrait voir. Donc, les communications qui, plusieurs l'ont appris à la dure, sont essentielles pour parvenir à générer une confiance envers l'entreprise. On l'a vu aussi, on l'a vécu à la dure, les communications internes qui étaient souvent décriées avant la crise comme hautement problématiques, autant dans les sondages employés que dans les rétroactions que tout autre. Les entreprises qui ont dû apprendre comment communiquer fréquemment avec transparence, franchise, empathie à leurs employés, incluant ceux qui, en cours de route, ont même dû être mis à pied temporairement ou de manière permanente. Fait que toutes ces bonnes pratiques-là qui ont été générées pendant la crise qu'on a vécue vont perdurer pour mobiliser les effectifs puis retenir les meilleurs éléments au sein de l'organisation. Maintenant, quoi faire? C'est une excellente question. Quoi faire? La première chose, c'est certain que c'est au niveau de l'élaboration d'un plan de communication qui répond à toute la règle du CCR, le connu, compris, reconnu. Est-ce que les gens ils savent on est qui? Est-ce qu'ils comprennent bien qu'est-ce qu'on fait dans la vie? Oui, on comprend, on connaît le brand, on l'a déjà vu, mais est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'ils font? Puis reconnu, est-ce qu'on est respecté? Est-ce que quand on entend le nom de l'entreprise, est-ce qu'on associe ça à une note positive? Est-ce qu'on associe ça à une vibe positive? Et ainsi de suite. Donc, possiblement même avec l'aide d'un fournisseur qualifié, par exemple, d'élaborer ces plans de communication-là. La deuxième chose, naturellement, c'est toute la notion des messages prioritaires qui permettent de positionner l'entreprise autant à l'externe, comme on le dit, à l'interne également. Vous l'avez vu dans la diapositive précédente, c'est important, les communications internes, on l'a entendu avant la crise, on l'entend encore aujourd'hui. Donc, identifier quels sont les messages qu'on veut communiquer, de quelle façon on veut le faire, et ensuite, les canaux de communication, justement. C'est beau d'avoir nos messages, mais par quels moyens on les communique? C'est certain que pendant la crise et jusqu'à aujourd'hui, on a dû choisir nos canaux de manière plus créative. On ne pouvait pas toujours faire des rencontres d'employés avec 200 personnes dans une salle. Naturellement, le monde a un peu changé à l'époque, mais reste qu'il y a des moyens de communiquer certains messages de manière appropriée, surtout dépendamment de la nature du message. Et finalement, utiliser pleinement les médias sociaux selon les meilleures pratiques, c'est encore quelque chose qui n'est pas suffisamment connu, les meilleures pratiques d'utilisation des médias sociaux et aussi l'exploitation de chaque média social pour sa nature. On n'utilise pas un LinkedIn de la même façon qu'on utilise un Twitter puis un Facebook et toutes les autres plateformes naturellement. Maintenant, la transition préventive, c'est la transition, la deuxième transition qui était une nouveauté au sein de l'ère des transitions, donc la 12e transition qui s'est ajoutée. Les entreprises et les organismes qui vont toujours, à partir de maintenant, devoir être dans un état constant de préparation adéquate pour faire face à des perturbations, que ce soit des crises économiques, des guerres commerciales, des pandémies, des catastrophes naturelles, ou tout autre événement qui est dommageable, qui a un indice élevé soit de dangerosité pour l'entreprise ou de criticité qui pourrait mettre immédiatement à risque l'organisation en la rendant plus vulnérable ou même inopérante à court ou à long terme.
les entreprises vont toujours devoir être pleinement réactives, toujours prêtes à faire face à ces situations-là. La première chose, justement, qui va paraître en lien avec cette réalité-là de préparation adéquate, c'est le fameux quoi faire, c'est la gestion de risque. Avoir mis en place des processus de gestion de risque qui sont mis à jour régulièrement. C'est sûr que les entreprises vont avoir des départements qui vont travailler chacun sur la gestion de leurs risques, des risques de marché, des risques financiers, des risques internes, des risques sanitaires. Donc, on va toujours avoir une idée de qu'est-ce qui se passe dans mon industrie, où est-ce que s'en va ma concurrence, on va avoir les bons réflexes, où est-ce que s'en va l'économie, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là, est-ce qu'il y a d'autres vagues qui se pointent à l'horizon, comment on va gérer ça. Donc, ces processus de gestion de risque-là qui, souvent, dans les derniers 10 ans, avec peu de perturbations, depuis 2008-2009, disons, on a eu peu de perturbations majeures. Cette réalité-là va avoir évolué naturellement. La deuxième meilleure pratique, c'est la mise en place d'une veille des tendances potentiellement perturbatrices, un peu dans la notion de processus de gestion de risque, comme je le disais, cette vigie-là pour bien comprendre qu'est-ce qui risque de changer dans mon industrie, que ce soit sanitaire, que ce soit économique ou que ce soit même au niveau de la concurrence. Ça peut être tout autant pertinent de voir la concurrence, qu'est-ce qu'elle va faire, comment est-ce qu'elle va réagir, est-ce qu'il y a des nouveaux entrants. Donc, toute cette veille stratégique-là va également avoir des impacts dans une notion de prévention des perturbations, parce qu'une prévention, ça peut venir de l'économie, mais ça peut venir aussi de notre propre industrie. La troisième meilleure pratique qui est en lien avec notre quoi faire, c'est le développement de scénarios et de processus qui sont en réaction des événements potentiels. Donc, un peu l'équivalent d'un système militaire DEFCON où on a un niveau d'alerte qui correspond à une réaction connue d'avance. Donc, s'il se passe X, on fait Y. S'il se passe Z, on fait ABC. Donc, cette réalité-là va devoir être intégrée en suivi à ces processus de gestion de risque-là pour avoir des réactions qui sont connues à l'avance pour les employés, la direction, les parties prenantes, le conseil d'administration pour réagir à des perturbations. Puis naturellement, autour de tout ça, il y a 2 ou 3 autres éléments qui reviennent souvent. Développement d'un modèle d'affaires unique, difficilement imitable, qui est crisis ready, entre guillemets, qui est prêt à survivre à des perturbations, donc transformer notre modèle d'affaires, comme le fait entre autres la transition expérientielle qu'on parlait un petit peu plus tôt très brièvement, des stratégies de communication proactives, internes et externes, comme on vient de parler dans la transition, puis des stratégies de main-d'œuvre qui sont adaptées aux nouvelles réalités. Donc, tout ça ensemble fait en sorte que les entreprises vont toujours être dans un état de préparation adéquate pour faire face à des perturbations. Maintenant, je laisse Louis nous présenter la fameuse transition vedette, la transition régionale, pour ensuite se diriger vers le panel. À toi, Louis. Merci, Antoine. Alors, la transition régionale, on prétend qu'une majorité de futurs fleurons du Québec naîtront en région, seront développés dans les régions. Et pourquoi? C'est l'ADN, finalement, des régions où on a un tissu socio-économique très solidaire de gens qui souhaitent développer leur région et qui souhaitent demeurer en région et développer des emplois de qualité, des belles entreprises qui rayonnent. Et ce qu'on voit, c'est le rôle des différents joueurs en région, en commençant par ce qu'on appelle les gouvernements de proximité, soit les MRC, les municipalités qui jouent un rôle très important, notamment avec leurs services ou organismes de développement économique, dépendamment des cas. Et aussi tout l'écosystème régional. On parlait tantôt des 59 CCTT, donc qui se trouvent dans toutes les régions et avec un bon nombre qui sont en appui au secteur manufacturier. On regarde des nouveaux mécanismes plus récents comme les CEI, les centres d'expertise et d'innovation, dont à Drummondville, avec l'Université du Québec à Trois-Rivières, campus Drummondville, ont le CNIMI qui joue un rôle clé là, pour la démonstration des nouvelles technologies, la compréhension des technologies. Bon nombre d'organismes d'appui qui sont soit de nature nationale, donc qui ne sont pas nécessairement dans la région, mais qui aident les entreprises de la région. Et il y a aussi les futures zones d'innovation. Il n'y en a pas eu qui ont été décrétées jusqu'à présent, mais on sait que beaucoup de régions et de municipalités se sont intéressées et donc ont déposé des dossiers de candidature et on verra tout ça, comment ça se défile. Mais encore une fois, ce n'est pas l'aide qui manque ici. Et qu'est-ce que ça donne? Et je rajoute aussi l'acteur que je n'ai pas mentionné, c'est presque l'éléphant dans la pièce, le gouvernement du Québec,
qui, surtout avec la pandémie, a dû être extrêmement au front, sur tous les fronts, de façon à pouvoir sauver un peu l'économie, si on peut dire chose ainsi. Donc, le gouvernement du Québec a pris une posture très interventionniste. Il fallait s'y attendre. Le gouvernement du Canada, la même chose. Et donc, cette posture-là devrait demeurer. Qu'est-ce que ça donne tout ça? Ça fait en sorte que quand on regarde une carte du Québec puis on veut épingler des logos d'entreprises un peu partout, on se retrouve, quand on regarde le centre du Québec, on regarde Fruits d'Or, la progression, le développement de Fruits d'Or dans les 5 à 10 dernières années a été fulgurant. Et on parle d'une usine 4.0. On va jaser de ça tout à l'heure avec Martin, mais c'est exceptionnel ce qu'on a fait, ancré dans le sol du centre du Québec. On regarde les investissements récents qui ont été annoncés chez Girardin, par exemple, chez Soucy et d'autres entreprises. On regarde le rôle de Cascade pour sa région, à quel point Cascade est important pour sa région pour toutes sortes de raisons et est une entreprise nationale, internationale. Premier Tech à Rivière-du-Loup, une entreprise discrète, imaginez, qui a plus de 4000 employés, imaginez. Et Chantier Chibougamau sur la Rive-Nord. Alors, on pourrait continuer comme ça et continuer. C'est extraordinaire à quel point le Québec manufacturier se développe et on crée des entreprises avec des masses critiques et avec des rôles socio-économiques extrêmement importants en région. Est-ce qu'on change la diapositive, Antoine? Alors, c'est ça. Donc, en région, le rôle des entreprises, c'est de miser sur les ressources disponibles, sur les services qui sont là, tirer profit des programmes financiers et l'expertise des organismes gouvernementaux. Il y a beaucoup de mesures subventionnaires, de prêts faits avec des conditions très avantageuses. Il faut regarder ça, surtout pendant que ça passe. Alors, moi, je vous dirais plus vite que tard, parce qu'on va être confronté éventuellement aux finances publiques. Et là, peut-être que les États seront un peu moins généreux. Alors, c'est le temps de le faire et d'exploiter pleinement l'écosystème dont je parlais tout à l'heure. Si maintenant, on y va avec la conclusion, puisque le temps file, je vous dirais que si une chose est claire, c'est que le secteur manufacturier est la carte maîtresse de la reprise économique pour le Québec. Seul un secteur de la fabrication fort et résilient va nous permettre d'atteindre une certaine souveraineté manufacturière, notamment dans les secteurs névralgiques, qui permettent de maintenir des emplois de qualité qui sont bien rémunérés, comme le dit M. Legault, des emplois payants, de créer de la richesse avec nos exportations, de miser sur l'innovation des procédés, des produits et de l'expérience client, et oui, d'apporter une contribution significative aux finances publiques, et on en aura bien besoin dans les années à venir. Merci beaucoup de votre attention. Et maintenant, on va passer à l'étape de l'entrevue. Donc, merci Louis. Donc, on va maintenant inviter Martin Lemoine et Alain Huot à se présenter avec nous. Martin Lemoine, Alain, voilà, qui s'en viennent nous rejoindre. Donc, on va avoir une discussion sur la transition régionale. Ça va être un panel qui va être animé par Louis Duhamel et également avec comme panélistes Martin et Alain. Louis, je te laisse introduire nos panélistes. Bon panel. Oui, alors, comme je le disais, nous avons avec nous Martin Lemoine, qui est PDG de Fruits d'Or de Notre-Dame-de-Lourdes, et nous avons Alain Huot, directeur général de Desjardins Entreprises du Centre du Québec. Alors, je ne les vois pas à l'écran. Est-ce qu'on peut enlever la diapositive, Antoine? C'est fait. Voilà. Bonjour, messieurs. Comment allez-vous? Bonjour. Bonjour. Très bien. Très bien, oui. Merci d'être avec nous ce matin. C'est vraiment un plaisir. Alors, on va profiter pleinement du temps. Alors, Martin, encore une fois, merci d'être là. On est très honorés d'avoir un PDG d'une entreprise que j'ai décrite tout à l'heure comme très prestigieuse. Mais une entreprise, ça vient d'humains. Ce sont des humains qui sont au front dans les entreprises. Et toi, tu as eu ton parcours d'entrepreneur à quelque part. Peux-tu juste nous parler un petit peu de toi dans un premier temps? Moi, je ne savais pas que j'étais entrepreneur. J'ai découvert ça vers l'âge de 25 ans.
J'ai une formation agricole et j'ai commencé comme entrepreneur en achetant une ferme porcine en faillite. Puis j'ai vite compris que c'était assez difficile, qu'il fallait que je sorte des sentiers battus. Donc, la différenciation, même en étant producteur de porc, ça a lancé tout de suite avec des confrères la récupération des sous-produits laitiers. Et quand on parle d'économie circulaire ou le côté écologie qui a toujours été important pour moi, bien, on a commencé à récupérer, à l'époque c'était Princesse, aujourd'hui c'est Saputo, Parmalat, aujourd'hui Abbott Laboratoire ou Canlac ou AgroPur. Toutes ces entreprises-là, on a commencé à récupérer les sous-produits laitiers. Puis, ça a créé ProRec à Saint-Hyacinthe, qui est dans la récupération aussi avec mon frère aujourd'hui, de coproduits alimentaires pour l'alimentation animale. Puis, un peu plus tard est arrivée l'aventure de la canneberge pour un projet de retraite. C'était un projet d'avoir une ferme, une ferme dans un beau, un secteur le fun dans la production de petits fruits. En 93, mais là aussi, on a voulu faire différent puis produire de la canneberge biologique. Et ça nous a amené à être obligé de faire notre mise en marché parce qu'il n'y avait pas de marché puis le biologique. Puis de là est né Fruits d'Or en 2000. Exceptionnel. Puis si on fait le lien avec Fruits d'Or maintenant, je disais tout à l'heure que Fruits d'Or a eu vraiment une évolution incroyable dans les dernières années. Puis si à quelque part, comme l'entrepreneur en toi, de quoi es-tu le plus fier en lien avec le développement de Fruits d'Or? Qu'est-ce qui te rend le plus fier? J'ai sorti, j'avais vu ta question, Louis, fait que j'ai regardé. Je dirais que ce que le plus fier aujourd'hui, c'est les talents qu'on a réussi à attirer pour passer les étapes, parce qu'on a passé plusieurs étapes de très petites entreprises artisanales à petite PME, après ça à grande PME, puis aujourd'hui à petite grande entreprise, en tout cas. Fait que d'attirer des talents, des professionnels, des partenaires aussi, des associés, pour faire des équipes gagnantes. Ensuite, l'autre chose, c'est d'avoir travaillé sur la durabilité de l'entreprise, qu'elle passe les générations. On s'est donné les moyens, par exemple, avec un partenaire financier qui est le CRCD, la relève professionnelle qui est bien implantée dans l'entreprise, la relève familiale. Le troisième point, je dirais que c'est la qualité de nos facultés de production. Qui sont de classe mondiale, l'automatisation qu'on a amenée là-dedans, le volume qu'on peut travailler. Le quatrième, la filière de production. On est chanceux. On a des filières, on est intégré dans des filières qui sont concurrentielles. On a travaillé pour qu'elles le deviennent, mais les producteurs de canneberge au Québec, c'est dans les meilleurs au monde. C'est les meilleurs au monde. Dans la canneberge biologique, c'est unique. On est encore les meilleurs. Dans le bleuet sauvage, on est des très bons producteurs aussi. Dans le bleuet sauvage biologique aussi. Donc, ça a été de faire partie de filières fortes. Tantôt, on va parler des moyens qu'il y a eu pour ça. L'autre, c'est le positionnement mondial. Dernièrement, on est passé aux États-Unis. Ça assure notre commercialisation du côté américain. On est devenu un peu avec une image un peu plus globale, nord-américaine. Ça, c'est... On avait déjà une belle présence en Europe avec un partenaire. Là, on s'est donné aussi aux États-Unis. L'intégration des femmes chez nous, c'est 50-50 dans les postes de direction chez Fruits d'Or. Il y a beaucoup de filles, de jeunes femmes qui grandissent. Je dirais que c'est une de nos forces parce que des belles qualités qu'on a. Alors oui, des fois, on a à gérer des congés de maternité, des choses comme ça, mais par rapport à ce que ça nous amène, il n'y a pas de doute qu'on est gagnant avec ça. On réussit un petit peu moins que les travailleurs étrangers. Je dirais qu'on n'a pas le même score avec les travailleurs étrangers. On en a, mais pas d'étape de l'intégration. Là, on a du travail à faire sur ça, là, de créer des milieux de vie pour tout ça. Puis le dernier point, je dirais que c'est le côté virage web. Je
ne pensais pas que la pandémie nous a amené dans la dernière année à vendre sur le web au Canada, aux États-Unis, mais aussi en Chine. Aujourd'hui, on a découvert un marché impressionnant où on est sur Tmall, qui est Alibaba, une filiale d'Alibaba en Chine. On vend de nos produits, nos petits sacs, la marque Patience, à plein conteneur là-bas. Et donc, le virage web aussi pour la marque employeur, qui fait que ça nous aide à avoir des talents. Fait que c'est à peu près ça. Merci, Martin. Alain, on a entendu les 4 lettres CRCD. Je pense qu'on pourrait dire Desjardins Capital aussi, si je ne me trompe pas trop. Oui, c'est pas mal ça, oui. Des fois, c'est bon de préciser les choses, n'est-ce pas? Également, je pense qu'une grande institution financière comme Desjardins, qui travaille sur le terrain dans une région du Québec, en l'occurrence pour toi, le centre du Québec, si l'entreprise est ancrée dans le sol, je pense que toi aussi, il faut que tu sois bien implanté dans la région puis fier de pouvoir faire une différence. Alors, justement, c'est quoi la recette pour sortir du lot pour une institution financière, faire une différence avec vos clients dans une région donnée? J'imagine que l'implication personnelle doit faire partie de ça aussi. Alors, comment tu vois ça, être un banquier dans une grande région manufacturière comme le centre du Québec? En fait, nous, justement, on a comme ambition d'être le partenaire des entreprises. Puis, si on veut être partenaire avec les entrepreneurs, les accompagner, puis être vraiment en relation avec eux, bien, on doit être une valeur ajoutée. On doit être perçus comme vraiment des conseillers, des gens qui vont être là pour les écouter. Et pour arriver à faire ça, bien, la seule façon, c'est vraiment d'être meilleur que nos compétiteurs, d'être plus compétent. Fait que c'est vraiment de la gestion humaine, relationnelle, mais c'est par les compétences de nos équipes qu'on réussit à se démarquer. Puis moi, c'est à peu près la seule mesure qui est importante pour moi, c'est à savoir si dans mon organisation, est-ce que toutes mes équipes sont meilleures que l'année d'avant? Puis si on progresse tout le temps comme ça. Je pense que ça se défend parce que je parlais tout à l'heure des fleurons qui se développent, des entreprises extrêmement sophistiquées qui atteignent des niveaux très élevés. Bien, les compétences, on en a besoin partout. Alors, c'est pas différent d'ailleurs. Alors, là-dessus, je suis très bien. Martin, tout à l'heure, tu nous parlais de tes coups de fierté, mais j'aimerais ça juste, tu nous résumes l'épisode un peu triste de l'incendie de 2015, je ne me trompe pas, c'est 2015, quelque chose qu'on ne voit pas venir. Tu sais, on peut parler de la pandémie maintenant, on ne l'a pas vu venir, mais dans le domaine des perturbations que tu ne vois pas venir, ça en est une autre. Fait que tu avais eu ta pratique, je pense que tu avais eu une grosse pratique pour la pandémie. Mais comment vous vous êtes relevé de ça et ce qui s'est passé, comme peut-être les investissements que vous avez faits, les étapes? Peux-tu juste nous résumer rapidement les incroyables 6 dernières années de Fruits d'Or? Oui, en 2015, un incendie qui a détruit complètement notre principale usine de production. Et je dirais que c'est là le plaisir d'être dans une région qui se tient, dans le sens qu'il a fallu se relocaliser rapidement. La ville de Plessisville nous a offert un terrain rapidement avec tous les services qui nous permettaient de nous relocaliser. Le soutien des employés qui n'ont pas quitté le bateau, qui ont travaillé avec nous autres pour rapidement. À l'intérieur de 9 mois, on a investi plus de 30 millions de dollars pour la première étape de notre usine de Plessisville. Ça a été quelque chose. Je dirais qu'aujourd'hui, comme toutes les épreuves, c'est aussi, comme tous les défis qu'on a, c'est aussi des tremplins. Hein? Ça a été une opportunité. Regardez, 5 ans plus tard ou 6-7 ans plus tard, on voit les gains qu'on a pu faire avec ça au niveau de faire évoluer nos processus de fabrication et tout. En tout cas, c'est vraiment phénoménal. Puis,
quand on dit que les entreprises doivent investir pour réussir, je pense que vous avez donné pas mal d'exemples aussi. Vous avez investi massivement dans vos opérations, dans toutes sortes de choses. Donc, à ce moment-là, vous avez vraiment, je dirais, une conduite exemplaire pour tous les autres. Bien, c'est qu'on a une vision long terme. C'est qu'on pense, on pense pas au profit du trimestre et même pas de l'année. On pense au profit de la prochaine décennie ou de la rentabilité à long terme de l'entreprise et d'être comme une phobie, c'est d'être concurrentiel à long terme sur notre petite planète, mais en étant bien enraciné dans une région. Tout à fait. Alain, tu as été, je pense, moi, un témoin oculaire depuis plusieurs années du succès économique du centre du Québec. Une région qui est admirée au Québec par son entrepreneuriat, par le fait qu'on développe des belles et grandes entreprises, la solidarité, tout ça. Souvent, c'est admiré, puis d'autres essaient de le reproduire, mais ce n'est pas facile de simplement copier une recette et dire ça va marcher chez nous aussi. Mais j'aimerais ça que tu me dises, parce que tu travailles avec énormément de clients, d'entreprises, donc tu vois beaucoup de choses. Est-ce que c'est possible de peut-être décrire un peu la formule magique du Centre du Québec pour développer l'économie? Bien, oui, puis ça, j'ai quand même déjà réfléchi à ça pour justement voir aussi dans Desjardins, dans la province, qu'est-ce qui nous démarquait dans notre région. Puis pas juste chez nous, mais les entrepreneurs de notre région, qu'est-ce qui faisait le succès? Puis, dans le fond, le constat, c'est qu'on a beaucoup d'entreprises qui sont propriétés de gens qui habitent la région. C'est des entrepreneurs comme M. Lemoine qui ont parti, qui ont grossi leur entreprise, qui ont réussi à passer toutes les étapes, puis ils sont ancrés chacun dans leur région. Puis le Centre du Québec, ce n'est pas une grosse ville, c'est plusieurs régions. On a 2 équipes de Ligue de hockey junior majeur dans le Centre du Québec. C'est un peu spécial, mais ça fait que les gens s'impliquent dans leur milieu, ils contribuent au milieu, ils ont conscience qu'on a besoin d'avoir des bons milieux de vie pour leurs employés. Fait que c'est tout ça qui crée un dynamisme. C'est une roue, on dirait, qu'un entraîne l'autre et ça fait qu'on a un entrepreneurship vraiment incroyable. Là. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, région grandement admirable. Puis, que ce soit les membres de la Chambre de commerce Bois-Franc-Érable aussi, pour avoir travaillé avec eux, il y a des centaines d'entreprises manufacturières sur le territoire. Et elles sont très dynamiques. Alors, un tissu économique qui est vraiment très, très, très intéressant. Martin, on parle de tout ce que vous avez fait. Vous avez fait des investissements, vous avez modernisé, vous avez ajouté des sites, vous avez développé des nouveaux produits. Vous êtes des pionniers dans la canneberge bionique. Biologique, oui. La canneberge biologique qui est bionique. Reste que, ayant dit cela, l'impact qu'on peut avoir, est-ce que tu penses à ça des fois? Tu dis, les gouvernements ont de l'impact, c'est certain, mais les entreprises, une entreprise comme toi, si tu avais à dire à vue d'œil comme ça, l'impact que tu penses avoir, les bienfaits que tu apportes, même socialement à une région, parce que c'est du vrai monde qui travaille chez vous, qui ont une vie, qui ne vivent pas juste pour travailler. Alors, ça serait quoi pour toi l'impact de Fruits d'Or sur le Centre du Québec, à quelque part, là? Je ne suis pas la bonne personne pour répondre à ça, mais je dirais que ça va dans les 2 directions. Hein. Moi, je suis... on s'est impliqué pour sauvegarder notre école du village, revitaliser notre église en salle de spectacle. Je m'implique dans des organismes partenaires 12-18 pour les jeunes, mais mes jeunes ont été élevés ici aussi. Hein. Puis ils en ont profité de ça, de l'école aussi. C'est comme, j'ai été impliqué dans les syndicats de gestion au début qui m'ont formé la tête à l'économie, comment le club d'encadrement technique de la canneberge qui fait qu'on a une filière forte des producteurs. C'est une fierté de voir tous ces producteurs-là de canneberge qui vivent bien puis qui ont amené un développement économique dans des municipalités dévitalisées. L'Association des producteurs de canneberge, aujourd'hui au niveau provincial, je suis au Conseil de la transformation alimentaire
du Québec. L'agroalimentaire, c'est le plus important joueur dans le secteur manufacturier au Québec. Fait que le fait d'être... on n'est jamais plus fort que notre région, hein, où ça part de nos enfants. C'est la beauté. Moi, je suis en sécurité dans ma région. Je n'ai pas un gardien de sécurité à ma maison. Des fois, on ne réalise pas comment on est chanceux de vivre dans une région. Puis, il faut supporter ça aussi. Puis, ça nous revient beaucoup. Moi, j'ai reçu beaucoup de ma région. Beaucoup reçu. Ben, c'est bien qu'on puisse reconnaître ça aussi, hein, qu'on puisse s'arrêter puis le reconnaître. Martin, j'ai parlé tantôt de l'aide qu'on peut avoir dans une région pour développer son entreprise. Puis que si on se met à regarder ça comme il faut, l'aide, elle est nombreuse, elle est variée. Et je t'ai côtoyé à une autre époque à l'APCQ, à l'Association des producteurs de canneberge du Québec, où tu étais très impliqué aux réunions de travail sur toutes sortes de sujets. Ça démontre encore ton implication même à l'extérieur de ton entreprise pour ton secteur, notamment ici. Toutes les heures qu'on met dans ça, tout le temps qu'on met, qu'est-ce qu'on en retire finalement? Est-ce que tu suggères aux autres gens dans les entreprises aussi de s'impliquer? Alors, qu'est-ce que tu penses que ça t'a apporté? J'ai nommé la PCQ, je sais que tu t'impliques dans d'autres organismes aussi, là, mais grosso modo, ils ne marchent pas tout seuls, ces organismes-là, s'il n'y a pas personne qui vient travailler dans leurs instances et tout ça. Alors, tu en retires quoi? Bien, si on reste chez nous, on ne fait pas tomber nos barrières. Toutes les fois que tu es sur un conseil d'administration, tu es souvent avec les leaders de ton secteur ou avec des gens qui s'impliquent dans ton secteur, que ce soit au niveau municipal, au niveau... j'ai été conseiller à tous les niveaux. Ça nous force à nous intégrer dans tout ce soutien-là que dans les régions ou à côtoyer les gens qui amènent le changement. Fait que c'est comme nécessaire. Tu ne peux pas rester enfermé chez toi puis penser que tous ces services-là vont venir à toi si c'est un donnant-donnant. Je ne sais pas comment dire ça, mais sans ça, tu as l'impression qu'il y a un paquet d'acronymes que tu ne sais pas ce que ça veut dire de tous ces organismes-là, mais c'est quand tu te mets à travailler là-dedans, à t'impliquer un peu, ben, tu vois ce que ça peut amener t'en retires autant, t'en retires plus que tu en donnes tout le temps. Là. Exactement. Alain, je disais plus tôt dans la présentation que le Centre du Québec était une vraie région manufacturière à tout point de vue. Tu as d'autres clients, j'imagine aussi. Tu as des clients dans les services et tout ça, puis tout le monde est important. Je rajouterais que quand on crée 10 emplois manufacturiers, on crée 7 emplois dans les services. Il ne faut pas l'oublier non plus. Alors, le secteur manufacturier est un grand utilisateur de toutes sortes de services dans sa longue chaîne de valeur d'une idée à un client. Je me permets de le dire, mais pour toi, une entreprise manufacturière par rapport à son rôle socio-économique, qu'est-ce que tu vois de particulier? Parce que dans ton portefeuille, tu as de tout, mais comment tu vois, toi, l'impact d'une entreprise manufacturière dans un territoire donné par rapport à d'autres? Bon, ben, je ne répéterai pas un peu la conférence que vous avez faite ou l'étude, là, mais c'est sûr que c'est la création de richesse et d'emplois. Mais je ramènerais que avoir plusieurs entreprises manufacturières qui s'impliquent dans les régions, qui sont possédées par les propriétaires. M. Lemoine l'a fait mention, ils s'impliquent personnellement. Les gens, là, c'est facile pour une entreprise de faire un chèque à n'importe quel événement ou levée de fonds, mais y participer, s'impliquer au conseil d'administration ou dans des organismes, ça fait toute la différence. Et ça fait vraiment vivre la région. Puis nos entreprises manufacturières, dans l'économie de la région, on a beaucoup, M. Lemoine représente bien notre région. Il y a un côté agricole dans la région très, très forte. Puis on a un côté manufacturier très fort aussi. Puis lui, il y a les deux. Fait que c'est vraiment particulier, mais ces deux mondes-là amènent beaucoup, beaucoup de richesse au centre du Québec. Martin, avant qu'on prenne des questions de la foule, j'aimerais ça te poser une autre question.
Tu as abordé un thème intéressant quand on s'est parlé cette semaine avant la présentation de ce matin. Tu as parlé du phénomène de délocalisation régionale. Puis c'est en lien avec, dans le chat, là, à chaque présentation, on a toujours des questions à juste titre de personnes qui s'inquiètent de la rareté de main-d'œuvre à tout point de vue. C'est une grande inquiétude pour les entreprises d'à peu près n'importe quel secteur. Puis tu disais que maintenant, on peut aller chercher des expertises qui ne sont pas nécessairement chez nous, sur notre territoire, et qu'avec les plateformes virtuelles, avec le télétravail, puis tout ça, les nouvelles façons qui vont demeurer en partie après la pandémie, bien que toi, ça t'ouvre des nouvelles perspectives, des nouveaux horizons, puis tu disais, il ne faut pas oublier de profiter de ça. Et peux-tu nous en dire un peu plus là-dessus? J'ai trouvé que c'était génial. C'est comme une solution, ma foi, partielle à la pénurie de main-d'œuvre. Bien, la pandémie, ça a quelque chose de bon. Elle nous a fait découvrir ça. J'ai réalisé que les grands de ce monde, les General Electric ou les Pratt & Whitney ou les grandes multinationales, eux, ils avaient accès à ces outils-là depuis longtemps. Il y avait des salles virtuelles, des échanges. Ils avaient délocalisé des choses, des services un peu partout dans le monde. Mais maintenant, nous, on a des employés. Moi, je suis chez moi aujourd'hui, mais je vais avoir une journée productive quand même. On peut avoir des gens qui ne sont pas chez nous dans nos bureaux, mais qui participent à développer l'entreprise. Nous, on a ouvert un bureau à Saint-Hyacinthe pour se rapprocher des talents. On a une quinzaine de personnes. C'est notre centre d'innovation à côté du CRDA et tout près de Saint-Tech, qui est un CCCD. Et on a attiré des talents-là qu'on aurait eu de la difficulté à amener dans notre région. Mais on demeure une entreprise régionale, mais on prend les moyens d'aller chercher les talents qu'on a besoin. J'ai des confrères qui sont dans le manufacturier, dans la région, puis qui trouvent pas qui vont faire de l'ingénierie ou des choses à l'extérieur de la région parce que c'est un moyen de demeurer dans la région. Excellent. Est-ce qu'on a, Antoine, est-ce qu'on a reçu des questions ou est-ce qu'on peut avoir des questions des gens qui sont dans la salle? En fait, ce serait le moment, oui, de les recevoir. On en a reçu une qu'on a répondu, à savoir, c'était le fameux écosystème 4.0. Il y a une étude à ce niveau-là. Donc, ça a été répondu directement dans la section Q&A. S'il y a des gens qui ont d'autres questions, n'hésitez pas à les envoyer à l'instant. Puis justement, on en reçoit une question pour Martin, plus spécifiquement. Concrètement, quels sont les avantages d'avoir une équipe paritaire? Ben, moi, je suis un papa, j'ai 3 filles et un garçon. Fait que je dirais la rigueur du travail des femmes, mais je ne veux pas dire que c'est différent des talents des gars, c'est complémentaire, mais il y a une force que les femmes ont que les hommes n'ont pas, puis et vice-versa. Tu sais, c'est pas habiller un, déshabiller l'autre, mais une entreprise ne peut pas se passer de ces forces-là aujourd'hui dans un monde où ça prend de l'agilité et de l'adaptation. Là, on a besoin de ça, je pense. Une excellente réponse. On prend des notes. Excellente réponse. Antoine, est-ce qu'il y a autre chose? Merci, Martin. Pour l'instant, rien encore dans les questions. S'il y en a qui en ont, ce serait maintenant le moment. Autrement, on va pouvoir passer la parole à Robert Béliveau pour le mot de conclusion. Alors, on conclut qu'il n'y a pas d'autres questions? Non, exact. OK, parfait. Merci beaucoup, messieurs. C'était très agréable et très intéressant. Alors, merci beaucoup. Merci. Alors, j'y vais? Oui, tout à fait. Oui, alors, écoutez, ça a été hyper intéressant. Comme j'avais toute mon attention sur les deux conférenciers et les deux invités. Vraiment, moi, quand j'écoute ce genre de choses-là, ça m'inspire énormément sur le futur et demain même. Là. Est-ce que je me suis pris quand même quelques petits points pour faire un genre de petit résumé sur l'ensemble des informations qu'on a reçues aujourd'hui, mais
une chose, c'est que les CCTT, c'est un allié pour les entreprises, les organisations, donc il ne faut pas l'oublier. Le secteur manufacturier demeure une carte maîtresse pour la relance économique. Le centre du Québec, bien, on a vu des statistiques qui font qu'on se situe dans les top 5 de certains points, croissance et part du PIB manufacturier par rapport au PIB total, deuxième dans la région. Donc, on le savait. Ça, souvent, ça arrive que, tu sais, moi, il y a du monde de l'extérieur qui arrive et qui dit on ne sait pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe dans le centre du Québec, mais il y a quelque chose. On finit par l'oublier, nous autres, parce qu'on est dedans et on ne le voit plus. Mais quand ça vient avec des statistiques comme ça, on voit que la région, elle est extrêmement dynamique et on a la chance de le vivre, nous, quotidiennement. Les transitions, là, super intéressant comme transition préoccupante et habilitante. Ce que j'ai compris, c'est qu'ils vont faire partie de nos vies. Ça a toujours été présent, mais plus que jamais, il va falloir que ça soit très présent dans notre esprit, numérique, technologique, accueil de la force immigrante, ça c'est l'autre point, et l'intégration, il ne faut pas l'oublier. Finalement aussi, d'exceller dans ces communications au sens large du mot. Ça, on est à l'ère des communications, mais finalement, la compréhension de la communication n'est peut-être pas son meilleur. Donc, petit point à retenir. Autre point aussi que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est de travailler à prévoir les coups d'avance, à être proactif, parce que dans les faits, tout va vite. Si on est bien, on a des bons plans de contingence, on va faire la différence dans nos entreprises. Et ça me fait plaisir parce que je suis un gars de région et je suis content de l'entendre par vous, mais le développement va se faire en région. On n'a rien contre Montréal, les Québec et les grandes villes. On a besoin d'elles aussi, mais d'entendre que les régions feront partie de la solution pour les prochaines années, c'est vraiment valorisant parce qu'on en est fiers de vivre dans des régions comme la nôtre. Et nécessairement, bien, le centre du Québec n'y échappera pas. C'est sûr aussi qu'à la lumière de toute l'information que vous nous avez donnée, moi, des fois, je ressors de là et je me dis, ben, regarde, finalement, s'il y en a de l'ouvrage encore devant nous autres, comme entrepreneur, tu te dis, on ne s'en sortira jamais. Et c'est là de voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Et j'ai tendance à dire qu'au centre du Québec, on va le voir à moitié plein parce que dans les faits, c'est plein d'opportunités. Si le fait d'être présent ce matin dans cette conférence-là, et d'entendre des entreprises comme Fruits d'Or qui faut le dire, là, puis Martin, il ne faut pas se le cacher, mais c'est un modèle, c'est inspirant et des supports avec Desjardins qui nous permettent de se rendre plus loin. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il faut être dans le trafic. Ce matin, on avait des participants à cette conférence, ce webinaire-là. C'est clair qu'il aurait été hyper pertinent que l'ensemble des entreprises manufacturières soient présentes. Mais écoutez, c'est comme ça dans la vie. Il y en a qui participent, d'autres qui ne participent pas, puis qu'à un moment donné, ils lèvent le bras en disant « je n'étais pas au courant », mais le train a passé et tu n'as pas eu la chance d'embarquer dedans. Donc, avant de clore ce webinaire, une fois de plus, je tiens sincèrement à vous remercier pour votre participation, vous les invités, les participants plutôt, et remercier notre partenaire principal, soit Synchronex, nos deux conférenciers, super comme information, nos deux invités aussi, qui étaient beaucoup plus terrain, puis ça nous permet de joindre entre, je dirais, la théorie et la pratique que ça existe, de même que la Fédération des chambres de commerce du Québec et les 3 chambres que j'ai nommées en introduction. Alors sur ce, moi, je vous souhaite une excellente journée, un beau week-end qui, soit dit en passant, devrait être... on devrait avoir un soleil radieux, des températures plus douces pour nous annoncer l'arrivée officielle du printemps qui, si tout va bien, devrait être le dernier printemps à travers une pandémie qui nous en a fait voir de toutes les couleurs. Alors sur ce, moi, je vous souhaite une excellente journée et merci encore une fois d'avoir été là.